Bonjour, ici Luc Tabary alias Dars pour Orxisport. Je suis avec Désiré Koussao alias Deka. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter qu'est-ce que tu fais ici à la G Halloween et quel est ton rôle de manière plus générale dans l'e-sport par exemple en France? Alors je me présente Désiré Koussao, président d'honneur de l'association Futurolan. C'est à ce titre que je suis là puisque je suis toujours membre de cette association et je suis là pour toujours donner un coup de main, notamment sur la partie communication, partenaire de la G Halloween. Tu as notamment un rôle important à ESL actuellement. Quel est-il? Effectivement, dans ma vraie vie, parce que là, je rappelle toujours que Futurolan, c'est une association composée uniquement de bénévoles. Et par contre, dans ma vraie vie, je suis directeur événementiel de l'ESL, qui aujourd'hui en France, en tout cas cette année, prend de plus en plus d'importance en organisant de nombreux tournois. On était récemment à la Paris Games Week, on essaye d'être présent un petit peu sur toutes les grandes scènes françaises, européennes et mondiales. Et puis notre toute dernière nouveauté, j'en profite devant la caméra, c'est la sortie de nos nouveaux studios à Paris qu'on a ouvert cette semaine, donc les studios ESL France. En rapport justement ESL Futurolan, on sait notamment qu'il y avait un partenariat pour la Breaking Lan notamment. Est-ce que c'est une expérience qui était vraiment pour essayer une fois ou est-ce qu'il y a une intention de renouveler, de faire un partenariat entre ces deux, enfin l'association et ESL? Alors de manière très transparente, la Breaking Lan était effectivement une opportunité de travailler ensemble puisqu'il y avait ce palais des congrès qui souhaitait accueillir de nouveau des compétitions gaming. Ça tombait à peu près à la période où on souhaitait faire nos finales ESL de la Summer Cup. Futurolan aussi a toujours cette petite nostalgie de ce haut lieu du e-sport. Donc on s'était dit, mais pourquoi pas essayer de travailler ensemble. Donc c'était vraiment deux événements en un. Donc je dirais que si une autre opportunité se présente, ça se fera, mais ce n'est pas quelque chose qui a été planifié pour être renouvelé tous les ans à cette occasion. Vous disiez justement que ESL grossit de plus en plus. On a vu par exemple qu'il y a eu un partenariat avec Vivendi et le groupe Canal. Ça va changer quoi au sein de ESL au final? Ça va vous apporter quoi? Alors, pour le SL, c'était vraiment l'opportunité d'accéder à un niveau, je dirais, plus légitime et plus reconnu au niveau national avec Vivendi et Canal+. Ça va permettre à l'e-sport, en tout cas en France, d'être reconnu comme une grande activité au même titre que certains sports, que certains shows, certains spectacles. Donc on travaille toujours sur le format. L'objectif étant de donner la possibilité à toutes les équipes aujourd'hui qui jouent pour le plaisir, mais avec cette volonté de compétition, d'accéder à une compétition permettant d'accéder aux plus grandes compétitions nationales et internationales. En plus, le fait de travailler avec Vivendi va nous permettre d'amener encore plus d'interaction, d'activation dans l'e-sport, notamment avec par exemple Universal, qui nous permettra de proposer des shows avec des artistes provenant de ce label. Donc oui, je pense que pour 2017, on risque de voir beaucoup de belles choses au niveau de l'ESL. Et notamment au niveau de l'ESL, et ça va de pair, enfin tout ce que ça va de pair avec le gouvernement français qui est en train d'essayer de mettre un terme et de mettre un mot ou une activité sur l'e-sport avec toutes les recherches qui sont faites. On a pu voir notamment avec les web TV comme au gaming où on a vu des secrétaires d'État qui étaient venus pour se renseigner. Euh, du coup, comment voyez-vous l'évolution de l'e-sport en France? D'abord, il faut vraiment remercier le gouvernement et les pouvoirs publics de s'être attelés un petit peu à la tâche de rendre l'e-sport légitime et légal en France, puisque ça ne l'était pas jusqu'à maintenant en fait. C'est une grande chance. Il y a une vraie volonté du gouvernement de permettre à la France d'être parmi les leaders de l'e-sport à côté de la Corée, de la Suède ou bien sûr des États-Unis. Donc ça, pour moi, c'était important au niveau de l'ESL et avec tous les membres de France e-sport.
qui est cette association qui fédère tous les grands acteurs, de participer à ce mouvement, même si, attention, on est loin du compte, hein. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, beaucoup de choses à régler, notamment sur le statut du joueur, notamment sur le fonctionnement des événements, notamment au niveau du cash prize. Donc il y a plein de questions, mais on sent qu'il y a cette vraie volonté des pouvoirs publics d'accompagner tout ça. C'est le cas aussi à Poitiers. Pour le coup, on est à Poitiers, donc j'en profite. Hier, il y avait le maire de Poitiers, président de Grand Poitiers, qui était présent tout l'après-midi pour essayer de comprendre tout ça. Et pareil, dans la même logique, de permettre une sorte de reconnaissance et d'accompagner le développement de l'e-sport comme une activité ludique, oui, mais aussi une activité économique, culturelle et sportive sur le territoire. Et on a vu notamment cette année le PSG qui a investi, qui du coup a donné une énorme couverture médiatique. On voit que beaucoup maintenant de radios, d'émissions fleurissent partout. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça se fasse trop vite et mal et que du coup on perde un peu cette croissance qu'on avait est-ce que ça va pas être un peu biaisé par des acteurs qui ne connaissent pas forcément le milieu et qui feront mal? Je n'ai pas l'habitude d'avoir peur. Donc non, voilà, on fera des erreurs. Je pense que on ne va pas se plaindre enfin d'avoir des grandes têtes d'affiche comme le PSG par les e-sports. Oui, certainement qu'il y aura de la précipitation. J'imagine qu'on va voir fleurir des experts consultants en e-sport à tous les coins de rue. J'imagine que tous les clubs de foot de première, deuxième et dixième division vont certainement vouloir parler d'e-sport. Tant mieux, parlons-en. Et puis après, on jugera sur la durée. Peut-être que dans 10 ans, effectivement, les 3/4 des acteurs qui aujourd'hui se réclament experts de l'e-sport n'existeront plus. Mais pour nous, c'est une chance. C'est à nous maintenant de montrer, que ce soit d'ailleurs au niveau de l'ESL ou au niveau de toutes les structures professionnelles et non professionnelles, c'est-à-dire associatives. Voilà, on n'a pas de raison de nous affoler. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude particulière. Et puis après tout, que ce soit pour l'ESL, que ce soit pour Futuroland, que ce soit pour toutes les autres, si pour une raison X ou Y, la bulle devait éclater, on repartira de zéro et puis on continuera. C'est une vraie passion. On va pas s'arrêter là. Et vous parliez justement des associations. Quel est le rapport au final de l'ESL avec ces associations? Est-ce qu'il y a un contact avec eux ou il n'y a pas beaucoup de discours entre eux? Alors, sur le cas particulier de Futuroland et de l'ESL, étant président d'honneur de Futuroland et directeur événementiel de l'ESL, évidemment qu'il y a des interactions et des discussions quasi permanentes entre les deux structures. Futuroland apporte son assistance à l'ESL quand c'est nécessaire. L'ESL intervient beaucoup sur la Gamers Assembly, assiste, accompagne, que ce soit au niveau de la communication, de la partie commerciale, voire la partie production TV. Donc oui, il y a des vraies discussions, en tout cas entre ces deux structures. Au-delà de ça, on était sur la Paris Games Week, on a travaillé avec de nombreuses associations, notamment avec les Masters et avec des associations. Oui, aujourd'hui, l'e-sport est un milieu tellement jeune que les compétences ne se comptent pas par millions. Donc on est bien obligé de travailler ensemble si on veut arriver à faire des choses de qualité. On verra comment les choses évolueront dans les années qui viennent, mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'un seul acteur de l'e-sport, que ce soit l'ESL, la DreamHack, le SWC, au gaming et autres acteurs puissants du secteur, il n'y en a pas un seul qui peut se passer de discuter avec les associations et je dirais heureusement. Après, d'un point de vue beaucoup plus international au niveau de l'e-sport, on voit qu'il y a une explosion, même en termes de vue de personnes qui regardent. Quel peut être, selon vous, l'avenir de l'e-sport? Est-ce qu'il va continuer à croître de cette façon? Est-ce qu'il pourra du coup être à pied d'égalité avec d'autres gros sports? On a vu par exemple des chiffres très importants aux États-Unis pour la finale de League of Legends, qui est le jeu majoritaire actuellement sur l'e-sport. Quel est votre point de vue sur l'évolution au niveau international? Je pense qu'on est au début de quelque chose. Donc oui, sans conteste, c'est sûr que l'audience de l'e-sport va exploser. Voilà, cette audience croît à toute vitesse. On ne parle pas encore du Super Bowl, on ne parle pas du football, mais clairement, oui, je pense que par rapport à certains sports, entre guillemets mineurs, sans être péjoratif, l'e-sport va vraiment s'imposer, s'impliquer. Ça correspond à une génération, hein, ce qu'on appelle les millennials, c'est ceux qui sont nés avec l'ordinateur et qui jouent aujourd'hui aux jeux vidéo, comme peut-être il y a 20 ans,
on jouait au foot dans la rue. Donc oui, je pense qu'on est sur quelque chose qui va exploser. C'est pas pour rien que des groupes comme Vivendi, Canal+, s'y mettent, que Webedia a investi autant, qu'aujourd'hui des grandes chaînes de télé américaines commencent à s'y mettre, que des grands sportifs de la NBA commencent à s'y mettre. Je veux dire, aujourd'hui, on aurait pu imaginer s'il y en avait eu un ou deux qui s'impliquent, c'était juste un feu de paille. Alors voilà, aujourd'hui, non. Je pense qu'effectivement, dans les 10 ans qui viennent, l'e-sport sera vraiment une activité qui sera incontournable au niveau des médias. Parce qu'on savait qu'au niveau du statut de joueur professionnel, c'était assez instable du fait qu'avant on dépendait surtout des cash prizes, donc de la victoire, et que du coup c'était assez mal vu on va dire, d'un point de vue carrière. Et là on voit que c'est en train de se développer, notamment parce que ces joueurs qui étaient on va dire, dans des carrières instables ont maintenant des enfants et grandissent. Et du coup, est-ce que on va venir faire quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus attirant, on va dire, en termes de carrière pour les joueurs actuels? Oui, aujourd'hui, je pense que, notamment avec ce que les éditeurs mettent en place, que ce soit Riot, que ce soit Blizzard, et je pense que d'autres y viendront. Oui, hier, je discutais avec un père de famille dont le fils vient de gagner la finale de la Coupe du Monde de Shootmania chez Ubisoft il y a une semaine, et qui vient d'être approché par des équipes qui souhaiteraient l'accueillir dans une équipe Overwatch professionnelle, et qui se posait la question ouais, mais enfin c'est du jeu vidéo, moi mon gamin, j'aimerais bien, il est en seconde, j'aimerais bien qu'il bosse. Et en fait, ma réponse elle est de dire aujourd'hui ça paraît tellement ahurissant de dire à son gamin non, tu vas jouer aux jeux vidéo en parlant de tes études. Et moi je fais le parallèle avec ce qu'on appelle les divisions sport-études. C'est-à-dire aujourd'hui, oui, il y a des possibilités de faire des études tout en faisant du foot, tout en faisant du judo, tout en faisant du tennis. Il est peut-être temps maintenant de se poser la question, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une sorte de e-sport études et de faire des études tout en jouant, puisqu'après tout, on est dans la même dynamique. Et je pense que la professionnalisation va aussi par cette reconnaissance. Aujourd'hui, il n'y a pas de honte pour un jeune d'être au plus haut niveau e-sport, comme aujourd'hui on voit un Yellow Star qui a, je crois, 24 ans et qui est voilà, une sommité de l'e-sport et qui est pris chez PSG. Pourquoi pas donner la chance aux autres? Pour une fois, en France, soyons les premiers à montrer la voie plutôt qu'attendre que encore de nouveau les Coréens, les Américains, les Suédois nous montrent dans 10 ans qu'ils ont eu raison de choisir cette voie. Bon, moi, je milite pour ça, même si j'ai des gamins et je dis pas non plus qu'il faut en faire un défouloir et qu'on abandonne les études, mais essayons de trouver cet équilibre pour permettre à des joueurs d'en faire une activité, de vivre leur passion et pourquoi pas de devenir des champions. Et donc vous travaillez au final à un peu changer les mœurs françaises qui ont malheureusement on le voit souvent comme un loisir et même des fois péjoratif, qu'on a tendance à se renfermer, alors qu'au final avec ce genre d'événement là qui est la Jolene, on voit que il y a pas mal d'entraide. Alors oui, il y a toujours le côté compétitif qui est particulier, mais il y a toujours beaucoup de choses qui sont faites. Et comme vous parliez justement des bourses de sport-études, on voit aux États-Unis qu'il y a des bourses dans certaines universités qui commencent à apparaître pour le milieu e-sport. Et du coup, ESL à ce niveau-là, est-ce qu'ils vont juste essayer d'encadrer ou vont essayer d'enclencher le mouvement nécessaire? ESL n'a pas vocation à montrer le chemin. On fait notre travail, c'est-à-dire que nous, on est d'organisateurs de compétition. On n'est pas une école de formation, on n'est pas là pour créer des équipes et financer des équipes. On est là pour organiser des compétitions. Aujourd'hui, notre seul objectif, c'est de créer un circuit de compétition qui permette aux meilleurs talents d'être reconnus et de progresser. C'est notre rôle. Ça participe de toute façon à tout ça. C'est vrai que dans quelques années, si on est capable de dire qu'un jeune identifié dans une petite bourgade au fin fond de telle région a pu être identifié peut-être sur une compétition en ligne sur l'ESL et ensuite être reconnu sur un événement local, puis monter au niveau régional et puis national, et puis se retrouver ensuite à Katowice aux grandes finales des IEM, on aura fait notre part. Voilà, on aura permis de créer cette sorte de circuit d'identification des meilleurs talents, et c'est notre rôle. On n'est pas là pour créer des clubs, on n'est pas là
pour financer des équipes, mais en tout cas, on veut donner la chance aux meilleurs talents, peut-être inconnus, méconnus, d'apparaître et puis de monter au plus haut niveau. Ça, c'est notre rôle. Et pour finir, c'est juste le rapport, par exemple, avec les gros éditeurs comme Riot, qui veut garder le contrôle de ses joueurs, tous les joueurs de son circuit professionnel, qui sont les LCS, Europe, NA, n'ont pas le droit de participer à d'autres tournois tiers, on va dire, sauf les IUM. Est-ce que c'est pas, est-ce que c'est pas un frein du fait que les grosses équipes qui ont le plus de supporters, au final, ne font que les tournois encadrés, qui n'est pas les autres tournois, style la MLG qui a disparu, du coup, qui a été un grand tournoi aussi, et même la DreamHack qui ne peut pas avoir toutes les équipes qu'elle veut. Donc, est-ce que ça freine ou est-ce que c'est nécessaire pour quand même garder un contrôle sur l'évolution? Alors d'abord, j'aurais tendance à dire, Riot est l'éditeur du jeu, si lui a jugé que c'était nécessaire pour faire développer son écosystème, voilà, j'imagine qu'ils ont une très bonne raison de le faire. Visiblement, Blizzard aussi est en train de mettre en place le même écosystème. Activision sur Call of Duty le fait également. La NBA au basket fait la même chose. Donc j'imagine que ça n'a pas cours de logique. C'est vrai que c'est frustrant pour un événement comme la Gamers Assembly de se dire à Pâques, on n'aura pas accès à ces grands champions. Mais après, j'ai discuté aussi avec des grands joueurs, des grandes équipes, et eux-mêmes nous disent que le calendrier, il est dur à tenir. Hein. C'est des matchs chaque semaine. Si on permettait à tous de faire des événements de ce type, comment ferait-il, quoi? Donc c'est frustrant, mais il faut faire avec. Il faut discuter avec les éditeurs, peut-être pour essayer d'apporter une certaine souplesse, peut-être dans les périodes d'intersaison, peut-être ouvrir un peu plus, peut-être, je ne sais pas. Il y a tellement aujourd'hui d'opportunités pour les joueurs de participer à des grandes compétitions je comprends qu'il soit difficile d'ouvrir les portes comme ça à toutes les participations. Donc c'est frustrant, mais je comprends qu'il y ait ce type de limite. Merci beaucoup pour cette interview et pour votre vision de l'e-sport, très intéressant, merci beaucoup. Et donc on a fini pour cette liste d'interviews de personnalités, et du coup on va passer sur nos équipes. Merci.